Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Aujourd'hui, on va évoquer le niveau de certains joueurs de l'équipe parce que, ok, hier, le Barça a gagné, ce qui va évidemment amener des choses au niveau de la Ligue des Champions que j'évoquerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais honnêtement, il y a des joueurs qui, selon moi, va falloir vraiment une remise en question et que leur statut change dans l'équipe parce que, honnêtement, ça peut devenir assez problématique. On en parlera évidemment dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir le travail comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Juste avant de commencer, petit instant, promotion, profitez de mon partenaire maillot, c'est bientôt les fêtes. Vous pouvez avoir des maillots gratuits, donc faites-vous plaisir. Il y a des maillots répliques, des maillots vintage, des écharpes, des t-shirts, des casquettes, il y a vraiment de tout. Profitez-en parce que là, il y a une promotion franchement ultra intéressante. Je vous mets tous les détails dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. Hier, je vous l'ai dit, le Barça a gagné 2-1 contre Francfort. Alors oui, c'est ultra positif au niveau des résultats parce que le Barça enchaîne par des victoires. Mais une nouvelle fois, le Barça est mené au score. C'est pas la première fois. Le Barça les enchaîne. D'ailleurs, en Ligue des Champions, le Barça a toujours été mené, hein. Rappelez-vous contre Newcastle, rappelez-vous contre Bruges, rappelez-vous contre Francfort une nouvelle fois, contre Chelsea. Bref, le Barça n'arrive pas à débuter les matchs en marquant le premier but et ça devient quand même assez problématique, hein. Alors évidemment, le Barça, vise toujours le top 8, hein, le top 8 qui est possible en effet, mais qui est quand même plutôt compliqué à cause du goal average. Alors selon les statistiques, les datas, aujourd'hui en tout cas, le Barça a 39 de chances d'être dans le top 8, alors qu'avant le match d'hier, il était à 25. Donc le pourcentage a légèrement augmenté. Il faut également attendre ce qui va se passer ce soir. Et évidemment, lors des 2 prochaines journées. Le Barça devra absolument gagner les 2 prochains matchs et mettre beaucoup de buts. Il faut marquer beaucoup de buts là, il faut gagner avec beaucoup d'écart parce que contre Francfort, tu gagnes qu'avec un but d'écart, donc le goal average, tu ne l'as pas soigné. Il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà limite assuré, leur top 8. Évidemment pas en termes de statistiques, mais il y a une grosse probabilité. Il y a beaucoup d'équipes qui ont un nombre de points similaire à celui de Barcelone, mais qui ont un goal average supérieur et c'est pour cela que le Barça va devoir le soigner, marquer beaucoup de buts et gagner les 2 prochains matchs contre le Slavia Prague sans Yamal qui sera donc suspendu et contre Copenhague à domicile. Alors évidemment, tout peut arriver en Ligue des Champions, il y a des gros qui peuvent perdre. Maintenant, le Barça doit faire le boulot, le Barça doit gagner. Au pire des cas, le Barça finit 9e, 10e. Les probabilités aujourd'hui, c'est que le Barça soit 10e, par exemple. En finissant 10e, tu affrontes une équipe qui est soit 24e, soit 23e, donc en théorie largement accessible avec le retour à la maison. Donc c'est pas non plus un drame, mais en termes de confiance, d'image, de niveau, mais aussi en termes d'effort physique à faire, tu dois enchaîner 2 matchs de plus. Et donc ça, forcément, on veut l'éviter. Voilà un petit peu pour le retour au niveau des statistiques qui quand même sont importantes pour la suite de cette compétition. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de parler un petit peu du niveau de certains. Alors, vous l'avez vu, hier, Jules Koundé a marqué un doublé, tout le monde était content pour lui. On voit que les joueurs sont vraiment spécialement contents pour lui. Je ne sais pas s'il est passé par une étape beaucoup plus compliquée qui a eu évidemment un effet sur son niveau. Mais en tout cas, hier, tout le monde était content parce qu'il a marqué 2 buts. Mais une nouvelle fois, je vous l'ai dit, il y a une différence entre le Koundé qui attaque et le Koundé qui défend. Le Koundé qui attaque, ces dernières semaines, ces derniers matchs, il apporte énormément. Contre l'Atlético de Madrid, il a fait un bon match. Contre la Real le Real Betis, il a fait un bon match offensivement aussi. Et là, encore une fois, hier, offensivement, il fait un bon match. Il met le doublé et c'est les 2 buts qui te permettent de gagner. Mais encore une fois, défensivement, ça reste trop friable. C'est encore le cas, comme contre le Real Betis, comme contre, donc Francfort hier. Jules Koundé est en délicatesse au niveau défensif et c'est quelque chose qu'on remarque. Alors je ne sais pas si c'est à cause, de ce qui se passe en dehors du foot, si c'est technique, si c'est de la fatigue. Honnêtement, j'en sais rien, mais c'est quand même assez problématique parce que le Barça encaisse tout le temps un but. Alors évidemment, si le Barça encaisse un but à chaque fois, je crois que sur les 18 derniers matchs, le Barça a encaissé genre, 95 du temps. Eh bien, c'est pas à cause de Koundé, on va pas se mentir. C'est plutôt à cause du système qui est vachement dangereux. Tu attaques très, très haut, tu essaies de récupérer les ballons et si tu ne le récupères pas et qu'on casse ton pressing, bah, tu peux te faire punir systématiquement par la ligne très, 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 très haute. Mais encore une fois,
cette stratégie t'amène beaucoup plus de points positifs que négatifs, hein. Vous le voyez, le Barça marque énormément de buts, mais en encaisse aussi. Maintenant, pour en revenir un petit peu aux individualités, ce n'est pas à cause de Koundé que le Barça prend beaucoup de buts, mais forcément, on le constate, défensivement, il souffre énormément. De l'autre côté, tu as un Koubarsi qui, au fur et à mesure des matchs, commence à s'affirmer. Alors évidemment, c'est pas parfait, hein, loin de là, mais il y a de l'amélioration par rapport à il y a quelques mois. Quelques mois, Koubarsi, lorsqu'il jouait côté gauche, axe gauche, honnêtement, c'était franchement, triste à voir, hein. Il se faisait à quasiment tous les matchs, il était soit fautif par un alignement. Bon, c'est toujours le cas, hein, plus ou moins, sur certaines situations de but, mais on le retrouve déjà beaucoup plus dans le contact. Il va franchement, au contact défensivement. Il gère bien, la relance parce que son pied droit est le meilleur, donc ça aide également au jeu offensif. Maintenant, on attend beaucoup plus de lui. On s'attend évidemment à plus de lui, mais bon, encore une fois, je pense qu'il a besoin d'un leader à sa gauche. Gérard Martin fait largement le boulot, honnêtement, hein. Franchement, c'est assez surprenant. Je pense qu'il est meilleur à ce poste-là qu'au poste de latéral. Il est pas assez rapide pour être latéral pour moi. Et en défense, parfois, le manque de vitesse peut le faire un petit peu, se tromper. Par exemple, le tacle contre Giuliano Simeone, rappelez-vous, hein, c'est limite, limite, hein. Donc ça, c'est peut-être le point négatif, mais il t'apporte énormément dans le jeu offensif par sa relance, sa qualité de pied. Et il faut on le sous-estime, mais sa qualité de passe à Gérard Martin est ultra importante. De l'autre côté, à l'opposé du terrain, il y a un joueur qui me pose souci. C'est Robert Lewandowski. Parce que Lewandowski, c'est un joueur de légende. C'est le statut du numéro 9 limite titulaire à la base. Mais on va pas se mentir, Lewandowski a commencé la saison par des blessures et depuis son retour, j'ai pas le souvenir d'un match dans le jeu où il est ultra important. Mais bon, passons, c'est pas un problème. On sait que Lewandowski est en déclin. S'il marque des buts et crée des situations pour les autres, aide l'équipe, c'est pas grave. Sauf que c'est plus le cas. Sauf que c'est plus le cas. Contre le Celta Vigo, il te sauve un petit peu l'équipe, il te met le triplé, on respecte, etc. Mais dans le jeu, contre Bilbao, il marque un doublé, mais dans le jeu, c'est pas bon. Et en fait, le problème, c'est que quand tu marques pas, eh bien, on voit clairement que dans le jeu, tu n'apportes rien. À la rigueur, tu marques des buts et dans le jeu, tu apportes pas grand-chose. Bon, c'est un numéro 9 de 37-38 ans, on comprend. Mais le jour où tu marques pas, tu as un vrai problème pour l'équipe. Parce que là, contre Francfort, son manque de mobilité, sa vitesse qui est déclinante, eh bien, est un gros problème. Il y a un joueur comme Ferran Torres aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, hein. Pour moi, Ferran Torres, ce n'est pas un titulaire d'une top équipe européenne. Pour autant, il fait une bien meilleure saison que Lewandowski. Et s'il n'y a pas les statuts, Ferran Torres est titulaire hier. Vous avez vu sa rentrée. Alors c'est différent de rentrer en jeu et d'être titulaire, mais vous avez vu le dynamisme qu'il apporte. Il s'associe beaucoup plus avec les autres. Il attaque la profondeur et il n'hésite pas à tirer un petit peu comme un fou. Et honnêtement, souvent, il marque des buts beaucoup plus difficiles et il rate les plus faciles. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on retire les statuts, Ferran Torres devrait être titulaire par rapport à un Lewandowski. Alors Lewandowski, par match, par moment, il va t'apporter le flair que Ferran n'aura jamais. Ce flair de numéro 9 pur qui, sent un petit peu le sang, du but opposé et il sera toujours là. Maintenant, quand tu joues contre des grosses équipes, en tout cas par rapport à la Liga, des équipes européennes, le jour où Lewandowski n'est pas dans un bon match, pour, conclure les occasions, eh bien, il n'est pas important dans le jeu. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais noter parce que hier, le match de Robert Lewandowski, honnêtement, ça faisait beaucoup de peine à voir, quoi. Beaucoup de peine à voir. Mais heureusement, on a un banc qui est déjà beaucoup plus fourni. L'apport de Rashford hier, je vous en parlais hier du débrief, hein. Je disais que Rashford avait fait une entrée ultra intéressante parce qu'en fait, il amenait de l'amplitude sur le côté gauche et vu que tu jouais contre un bloc bas, Rafinha n'apportait pas cela parce qu'il est beaucoup plus libre. D'ailleurs, Flick l'a dit en conf de presse hier, hein, il a confirmé après, il a dit Rafinha n'était pas forcément le joueur le plus intéressant face à une équipe bloc bas. Donc j'ai fait rentrer Rashford pour amener de l'amplitude et c'est ce qui s'est passé parce que Rashford, il a pas ce travail sans ballon que Rafinha a, mais dans un contexte où tu joues face à des équipes basses, sa qualité de centre qu'on avait déjà vu contre le Celta Vigo, qu'on a vu encore une fois hier, elle est ultra intéressante, ultra importante, surtout quand tu as un joueur qui attaque l'espace comme Koundé l'a fait, comme Lewandowski peut le faire, comme Ferran peut le faire. Ferran l'avait fait, rappelez-vous, contre l'Atlético de Madrid l'année dernière sur un centre de Rafinha. Ça, c'est quelque chose
qui est ultra important d'avoir des 2 côtés. Parce que Yamal a une qualité de passe un petit peu similaire. Il peut faire cette passe un petit peu faux pied qui rentre. Et Rashford, s'il amène en plus cela sur la palette côté gauche, ça peut être ultra intéressant. Maintenant, je pense que dans les gros matchs où il y a pas forcément un bloc bas, Rafinha sera beaucoup plus intéressant que Rashford à ce poste. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir cette alternative en sortie de banc qui peut te faire la différence quand tu es dans un contexte que tu ne maîtrises pas. Ensuite, revenons un petit peu au milieu de terrain. Alors je veux noter qu'Eric Garcia est quand même assez fou, hein. Eric Garcia, il a mangé du lion. La saison d'Eric Garcia est exceptionnelle. Alors peut-être pas en défense, mais que ça soit en numéro 6 et en latéral droit, honnêtement, c'est assez dingue. Limite, Eric Garcia est meilleur en numéro 6 parce que c'est un joueur qui est beaucoup plus, on va dire, à ne pas lorsqu'il a le ballon, il va pas gagner des mètres avec le ballon. Il va plutôt jouer passe directe et c'est un petit peu, ce qu'on attend d'un numéro 6 à Barcelone, comme Busquets le faisait et cetera. Un De Jong, lui, va t'amener beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire que De Jong, il va prendre le ballon, il va gagner des mètres avec, mais ça va beaucoup moins vite de gagner des mètres avec le ballon au pied que faire une passe. Et alors évidemment, De Jong est largement meilleur en termes de profil du milieu de terrain, beaucoup plus complet, et cetera. Mais aujourd'hui, Eric Garcia, dans son profil et dans ce qu'il apporte, est super intéressant et plus intéressant que le néerlandais. Dans ce qu'attend le jeu d'un Hansi Flick, où tu as besoin d'un Pedri qui forcément fait moins d'efforts parce que Pedri, il court tout le temps et quand tu as un De Jong à côté qui va beaucoup moins au mastic, De Jong, il va te permettre de tenir beaucoup mieux le ballon, ça c'est sûr face à un pressing adverse. Mais lorsque tu as besoin un petit peu de te reposer, calmer le tempo du match, Eric Garcia est plus intéressant parce que ça permet à Pedri de courir un peu moins parce qu'Eric a tendance à également défendre. Mais à noter que c'est bien d'avoir des joueurs comme ça, à des profils différents dans un effectif. Tantôt, ils peuvent jouer plus haut, plus bas, et selon les contextes du match, ils peuvent être là. Ça te permet également de reposer des joueurs lorsque, certains ont trop joué et forcément, c'est pour ça qu'un joueur comme Gavi, pour moi, aurait apporté énormément de choses dans cette équipe et aurait permis, par exemple, Pedri, par moment où il est fatigué, de se reposer, à De Jong pareil et d'éviter parfois peut-être des blessures. Et donc ça, c'est important et là, on retrouve nos forces. On retrouve nos forces, c'est ultra important. Alors il y a toujours Olmo qui n'est pas là, parce que Fermin, malheureusement, il n'arrive pas à avoir cette régularité qu'on attend de lui. Parce que Fermin, en termes de qualité, honnêtement, il a beaucoup de qualité, il est toujours lié au but. Mais lorsqu'il fait un excellent match, bah, le deuxième match à la suite, souvent, c'est beaucoup moins le cas. Et le jour où il aura cette régularité, ça sera vraiment le titulaire. Aujourd'hui, il est toujours en compétition avec Olmo. Par exemple, Olmo a enchaîné deux trois matchs plutôt intéressants. Parce que Fermin était blessé et inversement, quand Olmo est blessé, c'est Fermin qui est là, qui est pas forcément régulier. Maintenant, on a également cette alternative d'avoir Yamal en 10 ou Rafinha en 10. Ça, c'est super important. C'est pour ça que on a une équipe ultra polyvalente. Selon les contextes, on peut titulariser un joueur à un poste. Alors évidemment, il faut toujours avoir un certain, automatismes, mais honnêtement, on a beaucoup d'alternatives. Maintenant, pour Yamal, hier, il a perdu trop de ballons, c'est pas possible. Hier, il était beaucoup moins fin techniquement que d'habitude. J'ai jamais vu un Yamal aussi peu, techniquement, on va dire, à l'aise. C'est pour vous dire, hein. Là, je parle pas du fait qu'il soit cadré par 3 joueurs de Francfort. Je vous parle de réussir des contrôles sur des passes et franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Il a perdu 17 balles en première mi-temps, hier et honnêtement, c'est rare de le voir comme ça parce que c'est un joueur ultra technique et on l'a vu à la fin de match, il était beaucoup plus axial que sur le côté et c'est l'avenir. Honnêtement, c'est l'avenir de Yamal. Pour autant, aujourd'hui, il faut toujours profiter, de sa qualité sur le côté à mon avis. Mais aujourd'hui, vu que tu as pas Olmo, que tu as un Fermin Lopez qui est irrégulier, eh bien, avoir cette alternative de pouvoir mettre Lamine Yamal en 10, bah, ça peut changer beaucoup de choses dans un match où il se sent cadenassé, où le latéral adverse prend le pas, où c'est bien organisé. Là, tu le mets dans l'axe, il peut faire un bordel un petit peu partout et c'est vachement intéressant. Donc un Barça évidemment qui continue avec une victoire, donc ça c'est la partie positive. La partie un peu moins positive, je trouve que c'est l'aspect toujours défensif, parce que hier, par exemple, Joan Garcia, il prend un but et il peut rien faire, hein. Le but est fou. Sinon, le reste, il y a beaucoup plus de contrôle dans le jeu, donc ça, c'est ultra intéressant. On contrôle beaucoup plus l'adversaire, le contre-pressing est beaucoup plus efficient, surtout en première mi-temps, on l'a vu. Maintenant, avec ballon, parfois, je trouve que c'est trop stérile. On essaye toujours de laisser Yamal faire la différence au 1 contre 1 et c'est pour ça que la rentrée de Rashford, qui a énormément de
de qualité, mais qui a aussi des défauts. On le sait, c'est pas un joueur qui est ultra, ultra à l'aise dans les petits espaces et bien malgré tout, son profil permet, d'amener des choses différentes et d'amener un petit peu de l'inconnu pour l'adversaire et ça, c'est important d'en avoir un profil dribbleur sur le côté parce que Rafinha n'en est pas forcément un. On n'en est plus un. Il a d'autres qualités, mais en tout cas, on amène des choses différentes face à des adversaires qui ont du mal à s'adapter lorsque ces joueurs rentrent. Donc un Barça qui progresse, un Barça qui continue de grandir. Évidemment, ce Barça-là, pour moi, ne peut pas encore gagner la Ligue des Champions. Il faudra encore beaucoup d'évolution, que ça soit par le niveau des joueurs, dynamique collective, mais ça avance par le bon côté et ça, c'est ultra positif. Voilà un petit peu pour, ce que je pouvais dire de manière globale, on va dire, sur les joueurs. On attend de voir si Rooney Bardghji aura une meilleure présence parce que ça passera également par des joueurs comme ça, dans des matchs de Liga où tu as besoin de faire reposer Yamal ou d'autres qui peuvent faire la diff. Donc ça aussi, on va checker avec impatience. Voilà pour faire simple, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à liker, commenter, partager. Normalement, il y a un live ce soir à 18h15 pour débriefer un petit peu tout ce qu'on a vu, pour faire l'avant-match aussi des matchs de Ligue des Champions et surtout le City Real qui nous intéresse parce que nous, on voudrait que le Real gagne parce que Xabi Alonso pourrait rester. Bref, on est des fumiers. En tout cas, on va revenir sur tout cela. Soyez là, follow sur Twitch, YouTube, Twitter et moi je vous dis à ce soir.